Bonsoir Philippe Juvin. Bonsoir. Bonsoir, vous allez nous raconter dans un instant ce que vous avez vu en Ukraine. Mais avant cela, un mot sur les élections, puisque vous êtes maire, les Républicains de la Garenne-Colombes. Défaite historique pour votre parti qui fait moins de 5%. Vous dites que c'est une claque, ce sont les mots qu'on a entendus. Est-ce que les Républicains jouent leur survie ? Oui, d'une certaine manière, ça fait plusieurs fois que nous perdons des élections désormais, et chaque fois on dit qu'on va en tirer les leçons. Et on n'en tire manifestement pas les leçons qu'il faut. Donc aujourd'hui se joue au fond l'idée qu'on se fait d'un parti de gouvernement. Est-ce qu'un parti de gouvernement est capable de survivre à une telle défaite ? Moi je pense que tout est possible en politique. On a vu des résurrections bien plus compliquées. Quand nous avons perdu les élections européennes, on nous a expliqué qu'on était fini, on a gagné les municipales, régionales, départementales après. Mais là c'est vrai que c'est une élection nationale. Et donc le sujet qui se pose immédiatement, c'est le deuxième tour. Donc moi j'ai appelé à voter Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a une ligne commune ? Vous avez appelé à voter Emmanuel Macron dès hier, c'est vrai. On a un peu entendu tous les sons de cloche depuis au sein du parti. Alors il y a une ligne qui a été adoptée, je crois, cet après-midi. Oui, ce matin, il y a une ligne qui a été adoptée par le parti, qui est de refuser le vote à Marine Le Pen. Moi, si vous voulez, les choses sont assez simples. Je vote Emmanuel Macron, pourquoi ? Parce que je pense que ce n'est pas pareil. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce n'est pas pareil. Et je me demande ce que deviendrait la France et les Français si les extrêmes avaient le pouvoir. J'ajoute un dernier point, c'est quand vous faites partie des Républicains, vous signez une charte des valeurs. Dans cette charte, c'est indiqué qu'on ne doit jamais, jamais, jamais s'allier avec les extrêmes. Donc moi, je respecte la charte des Républicains, c'est pour ça que je vote Emmanuel Macron. Alors, vous êtes maire LR de la Garenne-Colombes, mais vous êtes avant tout médecin, on l'a dit, et vous revenez d'Ukraine, où vous êtes parti il y a une dizaine de jours, en toute discrétion. Qu'est-ce qui vous a poussé à partir ? Moi, j'ai toujours eu une activité politique. Je suis maire, j'étais candidat à la primaire de la droite. J'ai toujours eu parallèlement un métier. Mon métier, c'est de soigner les gens. Donc là-bas, il y a des gens qui ont besoin d'être soignés, donc j'y suis allé. J'y suis resté 2 semaines, 2 semaines moins un jour. J'y suis allé initialement pour soigner des gens, ce que j'ai un peu fait, mais en fait beaucoup moins que ce que je croyais. Pourquoi ? Là-bas, ils avaient besoin d'enseignement. Donc j'ai enseigné la médecine de guerre. La médecine sur le terrain, en urgence, de catastrophe, c'est ça ? À la fois enseigner des militaires sur le terrain, j'allais là où ils étaient postés, et des civils dans leur ville, mais aussi dans les hôpitaux. Parce qu'en fait, à la guerre, il faut savoir une chose assez simple, malheureusement, c'est que quand un combattant meurt à la guerre, il meurt dans les premières minutes et il meurt d'hémorragie. Donc de ces blessures qui doivent être traitées dans les 30 minutes, dans la demi-heure qui suit. Même pas dans les premières minutes, puisque c'est vrai que 80% des morts, c'est dans la première demi-heure, mais en réalité, l'immense majorité des 80%, c'est dans les 5 à 6 premières minutes. Donc vous devez colmater l'hémorragie, c'est ce qu'on appelle du damage control, sur le champ de bataille. Ça se fait comment ? Par des techniques que j'ai justement appris aux militaires qui étaient là-bas, ainsi qu'aux civils, parce que les civils sont une cible, comme vous l'avez vu. Donc civils et militaires, vous leur avez apporté ces techniques-là, ça leur manquait, ils n'avaient pas de formation ou pas forcément ces connaissances ? C'était très inégal, certains la connaissaient, d'autres pas. Je suis frappé aussi du fait qu'ils n'ont pas suffisamment de matériel. Une des manières d'arrêter les hémorragies sur le champ de bataille, c'est ce qu'on appelle les garrots tourniquets, ce sont des garrots spéciaux qu'on tourne et ça permet de faire cesser les hémorragies des membres supérieurs et des membres inférieurs. De compresser les membres. Eh bien, ils en ont pas assez. Dans l'OTAN, un soldat de l'OTAN, un soldat français par exemple, a un garrot. Chaque soldat a son garrot individuel. Oui. Là-bas, il y avait un garrot pour 20-30 combattants. Donc ils ont un problème majeur de matériel. Il ne reste pas moins qu'il faut quand même leur apprendre à les utiliser parce qu'on peut faire des garrots improvisés moins efficaces. Je suis également allé dans des hôpitaux où là je leur ai enseigné comment on faisait quand on a non pas 2 patients qui arrivent mais 60 d'un coup. C'est une technique particulière, c'est du triage, c'est ce qu'on appelle du mass casualties. C'est comment on fait avec beaucoup de patients qui arrivent en même temps. Et ça, j'ai délivré cet enseignement à plusieurs endroits. Et puis j'ai fait aussi d'autres choses, j'ai soigné des gens dans une réanimation. Enfin bon, bref, passons. J'ai essayé de rendre service. Vous avez rendu service, vous avez soigné et vous êtes allé sur le terrain dans d'autres situations de guerre, je pense à l'Afghanistan ou lors des attentats, également du Bataclan. En Ukraine déjà en 2014. Et en Ukraine au moment en 2014. De la révolution en 2014, j'étais à Kiev. Alors là, mais cette fois-ci pour les autres terrains de guerre, justement, qu'est-ce qui vous a frappé ? Quelles sont les particularités ? Là, il y a des particularités immenses, c'est que d'abord... Quand j'étais en Afghanistan, les blessés étaient essentiellement des blessés militaires. Là, cette fois-ci, on a essentiellement des blessés qui sont des blessés civils. À l'hôpital de Lviv, qui est une très grande ville dont on a un peu parlé ces jours-ci, parce qu'elle a été bombardée plusieurs fois. À l'hôpital de Lviv, qui est un immense hôpital, 1500 lits, il y a 400 réfugiés
sur les 1500 lits qui sont hospitalisés, avec des gens qui arrivent à l'hôpital jusqu'à 20 jours après avoir été blessés. Ils sont blessés dans l'est des civils, blessés dans l'est du pays. Ils vont dans la cave parce que les bombes continuent à tomber. Ils peuvent se cacher. Les Russes sont là, donc les gars se planquent. Ils ont leur plaie qui n'est pas soignée. Et finalement, par des moyens X ou Y, ils arrivent à rejoindre l'ouest du pays. Ils arrivent à l'hôpital de Lviv 20 jours plus tard. Et donc, comment sont-ils alors? Quel genre de personnes vous accompagnent? Il y a le sujet, c'est qu'ils ont leurs blessures, qui peuvent être très variées. Mais il y a aussi la blessure psychologique. Vous imaginez que quand vous avez passé 20 jours terré dans une cave, avec votre blessure, avec les sirènes, les bombardements et les machins, vous êtes traumatisé. Et il y a eu cet épisode que je n'ai pas vu, mais qui m'a été raconté par le psychiatre avec lequel j'étais. La première nuit où les blessés sont arrivés, ils ont été hospitalisés dans leur chambre, et puis il y a eu une alerte. Là-bas, il y a des alertes 10 fois par jour, la sirène qui sonne. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Des dizaines de patients traumatisés psychologiquement se sont sortis de leur chambre, se sont échappés, croyant que de nouveau l'hôpital était bombardé. Et donc, de panique. Exactement, c'est ce qu'on appelle la taille de panique post-choc traumatique. Et ça fait aussi partie des soins et des choses qu'on n'imagine pas. Ce qui est le plus frappant, je me suis demandé qu'est-ce qui m'avait le plus frappé. Ce qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai quitté l'Ukraine, j'ai passé la frontière polonaise. Pour revenir en France ? Ça a été un choc. En fait, vous êtes dans un pays où la sirène sonne 15 fois par jour, vous avez des soldats partout, vous avez des réfugiés, enfin c'est la guerre. Et vous franchissez une frontière, alors vous mettez quelques heures à la franchir pour des raisons de sécurité, moi j'ai mis 2h30, et vous vous retrouvez en Pologne, c'est-à-dire dans l'Union européenne, dans un pays calme, avec une campagne paisible, des gens qui travaillent, etc. Et vous vous dites, mon Dieu, les gens ne comprennent pas la chance que nous avons de vivre en paix, l'Union européenne. Et donc, c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est ce sentiment que nous sommes des enfants gâtés, nous ne savons pas la chance que nous avons. Ouais. De quoi ont le plus besoin ces réfugiés que vous avez vus dans les hôpitaux? Alors des hôpitaux qui sont parfois même improvisés dans des sous-sols, vous décrivez bien, les fenêtres sont colmatées, on peut voir des photos que vous avez faites de ces endroits-là. Oui, dans tous les hôpitaux, les fenêtres sont colmatées, des salles d'opération au sous-sol et des chambres au sous-sol dans des conditions, évidemment, vous imaginez, très improvisées. Ils ont un besoin majeur, et ça tous les hôpitaux me l'ont dit, y compris les hôpitaux de Kiev, que j'ai eu en Zoom, etc. Ils ont besoin de 2 types de matériel, ce qu'on appelle des fixateurs externes, ce sont des appareils que les orthopédistes utilisent pour stabiliser les fractures du membre supérieur et du membre inférieur. Des fractures des bras et des jambes. Donc ça, il faut des fixateurs externes. Et il faut ce qu'on appelle des VAC, ce sont des appareils qui permettent de faire de la couverture de plaies par les chirurgiens. Pour cicatriser. Et ces 2 appareils, ils en ont. Mais ils sont tous utilisés, parce qu'ils ont beaucoup plus de patients. Mais vous savez, on aurait la même chose en France. On serait submergé parce qu'on n'aurait pas suffisamment de matériel. Eux, c'est pareil. Donc on va les aider. Alors on va les aider, l'appel matériel est lancé, j'imagine. Donc toute personne qui a la possibilité d'acheter des VAC ou des fixateurs externes, qui me contacte, mairie de la Garenne-Colombes, dans les Hauts-de-Seine, et je ferai en sorte qu'ils arrivent là-bas. Vous y retournerez? S'il y a besoin d'apporter le matériel, bien entendu. Merci Philippe Juvin. Merci d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est dans l'air avec un sujet qui va vous intéresser également puisqu'il est consacré aux enseignements, bien sûr, que l'on peut tirer de ce premier tour de l'élection présidentielle et le défi du second tour. Très bonne émission à vous et je vous dis à demain.